Alors, on va changer un peu. On est habitué à rebondir, à chair à tout cœur. Donc, on va changer un petit peu. On va vous faire participer beaucoup plus activement sur cette dernière partie. Donc, on a vu avec les journalistes qui sont présents, vous allez pouvoir poser vos questions. Si vous avez une question pour un journaliste particulier, eh bien, vous allez vous adresser à lui. Vous allez dire, voilà, j'ai une question pour Mike, pour Kate. Sur le principe, on leur a demandé, dans la mesure du possible, qu'il ne soit que 2 à répondre à une question assez rapidement. Voilà, de façon à rendre ça plus actif, plus intéressant, et que vous puissiez vous participer du coup aussi à cette conférence. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à lever la main. Après, à vous lever quand on vous désignera, parce que si vous êtes 10 à poser la question, il va falloir malheureusement choisir les personnes. Et puis en face de vous, donc si vraiment c'est une question pour un journaliste particulier, vous le mentionnez. Sinon, à tour de rôle, ils verront pour vous répondre. Alors, j'ai une dernière question, enfin, c'est une question pour vous, public. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui repart après la conférence sur Montargis? On a une personne qui cherche un covoiturage pour repartir. Donc, si vous êtes par là, venez nous voir et puis on vous mettra en lien avec la personne. Merci à vous. Bonne fin de conférence. Exactement. Magnifique. Rebonjour. Je voulais juste terminer sur le sujet de nos modèles économiques qui sont très différents. C'est important comme sujet, évidemment, l'argent est le nerf de la guerre. Bon, ça, c'est un classique. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses importantes entre nous tous qui sommes extrêmement différents. On a des ADN évidemment différents. Pour ma part, mon média créé en février 2023, j'ai fait du bénévolat pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, je me suis dit, il n'y a pas de raison en fait. Alors, je ne savais pas trop comment faire parce que moi, j'ai beaucoup de mal à dire donner tous les jours. Ça, c'est pas possible. C'est pas tellement dans mon tempérament. Mais toutefois, j'ai un Tipeee. Voilà, j'ai fait l'indienne, j'ai mon Tipeee. Donc, dernièrement, j'en ai parlé, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à en parler. Donc, il était relativement vide. C'était le Tipeee au milieu du désert. Et puis, il y a quelques mois, j'ai monétisé ma chaîne. Alors, la question des vues, pour terminer là-dessus, je ne regrette aucune de mes interviews, même celles qui ont fait 500 vues. Je préfère évidemment, comme vous tous, on va pas être hypocrite, évidemment, quand quelqu'un s'exprime, l'idée c'est que sa parole circule le plus largement possible. L'invité, lui, est beaucoup plus satisfait quand il a été partagé, etc., et entendu le plus possible. Au-delà de la question de la monétisation, c'est évidemment satisfaisant. Tout comme Mike, je ne m'interdis pas de parler du sujet Brigitte, qui peut sembler ridicule. Ça semble quelque chose qui fait ambiance tabloïd, mais pas du tout. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc moi, je ne m'interdis pas ça. Je regrette que ce soit mes interviews qui marchent le plus en termes de vues, effectivement, parce que je préférais que des émissions sur la médecine, la psychologie ou les sciences ou plein d'autres choses cartonnent plus. Mais bon, ce sujet a un parfum de scandale et on peut rien y faire. Donc évidemment, ça attire le chaland. Et il y a aussi une chose que j'apprécie avant de rendre le micro et de le donner au public. C'est quand il y a des passerelles entre nous. Donc je précise ici que Mike Borowski, très tôt, a commencé à m'inviter sur le plateau de GPTV, alors que j'avais quand même beaucoup moins d'abonnés. Je suis pas un gros média, mais voilà, donc je tiens à le remercier ici. Et je tiens à dire que je ne refuse aucune invitation, que ce soit par les petits, grands ou moyens médias. Je vais bientôt recevoir Kate TV, donc Kate qui est là, pour son excellent livre. Et elle viendra le 20 novembre sur Tribune Libre. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir un oui de la part de Nicolas Bouvier pour un partenariat pour les films libres, qui est aussi un projet qui me tient à cœur puisque je reste indéfectiblement comédienne. C'était une vocation. C'est bien pour ça que c'est toujours dans ma vie. Donc, les films libres, ce sont des brèves, des petits plans séquences de 3 à 4 minutes sur les sujets qui nous intéressent, joués avec des comédiens de talent et dissidents. Et donc, Nicolas Bouvier a volontiers accepté de les rediffuser sur son média. Voilà, donc je l'en remercie ici. Et il nous a invités avec Joël et Larry, une excellente comédienne magnifique, dissidente, qui joue avec moi régulièrement. Et nous avons fait un direct il n'y a pas longtemps chez Nicolas Bouvier. Maintenant, je vais vous rendre le micro. Et en tout cas, je fais un appel à tout le monde.
Et puis, je voulais dire aussi que BAM, quand j'ai fait le film qui m'a arraché le cœur sur les victimes des injections des vaccins, j'ai fait un film d'1 heure et demie. Je n'ai jamais pu le regarder, moi, dans son intégralité, donc je l'ai monté bout par bout. Et BAM, je ne savais pas que c'était Michel qui l'avait réalisé. Laurence Pasternak, qui a perdu son fils Antoine de 30 ans, m'a envoyé, moi j'avais simplement demandé des témoignages face caméra avec un portable de 3-4 minutes maximum, avec le labo, le nombre de prises, et puis les maladies, les pathologies qui s'en suivent. Et un jour, je reçois un film qui m'arrache des larmes, parce que là, je mets au défi quiconque est doté d'empathie de le regarder sans flancher. Et j'ai appris plus tard que c'était BAM qui, par le truchement de Laurence Pasternak, avait bien voulu confier ce film, qui est réalisé avec beaucoup de talent par Michel Coléa, qui est ici présent. Voilà, donc ce qui reste important aussi, c'est qu'il y ait des passerelles entre nous. Voilà. Et puis, au bon tweet français, qui parfois a relayé sur Twitter quelques interviews de Tribune Libre. Je pense que l'entraide, il faut pas que ce soit un vain mot. Voilà, c'est pas cucu que de le dire, c'est important. Donc, il faut avoir la reconnaissance du ventre et la mémoire. Je vous remercie et je passe le micro au public. Merci beaucoup. Qui d'entre vous aurait une question? Alors, je vais aller où la dame qui est là. Vous avez levé la main, mais après tout le monde. Ok. Merci à vous tous sur la scène. Vous êtes. Ça marche pas? Allô? Ah, je mets là? Ok. Merci à vous sept, Kate, Stéphanie, Nicolas, Michel, Robin, Vincent et Mike. J'ai une question sur le rayonnement international, des médias indépendants, que n'a pas été évoqué comme sujet. Et je voudrais savoir, mais je connais déjà la réponse et j'ai quelque chose à vous proposer. Il n'y a pas, à mon sens, un réseau de citoyens reporters francophones à travers le monde où ils pourraient être organisés sur une de vos chaînes, ou peut-être un pôle, une cohorte de chaînes, sur une information qui nous informerait sur toute la planète des francophones installés dans divers pays du monde, où il y aurait peut-être une émission mensuelle. Donc, c'est une amie, Véronique, que Michel connaît. J'ai évoqué tout à l'heure le sujet, qui m'a dit, qui a accueilli mon idée, enfin l'idée de Véronique plutôt, avec enthousiasme. Et on est prêt à vous aider pour à mettre en place une possibilité d'émission comme celle-ci avec Véronique. Et puis, j'en ai parlé à Stéphanie qui trouvait l'idée sympa. J'en ai parlé à Nicolas. Donc, si vous êtes intéressé, je demanderai peut-être à Stéphanie ou Véronique propose une émission par Zoom, de se retrouver pour parler de ça. Voilà. Alors déjà, merci Isabelle de poser la question. Oui, on en a discuté justement en privé tout à l'heure. Toutes les initiatives sont bonnes à prendre et je constate que vous en parlez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ce que disait Michel, notamment sur de l'information à l'action. Et ça, c'est une bonne chose parce que de toute manière, il y a la vitrine d'Internet. Alors, je voudrais aussi en profiter pour avoir une pensée pour ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux, dans les dom-toms, à l'étranger aussi, parce qu'on est suivi jusqu'au Canada, jusqu'en Nouvelle-Calédonie, un peu partout dans le monde. Et déjà, je voudrais remercier à titre personnel tous les citoyens, tous les internautes qui nous envoient chaque jour des 4 coins du monde ce qui se passe. Parce qu'en fait, j'allais dire le bon côté, pour le coup de la mondialisation, entre guillemets, c'est que l'information, certes, il y en a énormément, mais on peut savoir ce qui se passe partout dans le monde à l'instant T, en quelques clics. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Après, pour le côté des reporters, etc., alors moi, je sais que, entre guillemets, mon modèle économique fait que, étant tout seul, c'est un peu compliqué d'organiser ce genre de choses, mais après, je suis ouvert à des suggestions, à des propositions. Michel parlait de plateformes, par exemple, en commun, une sorte de partenariat collectif, etc. Pourquoi pas? Et Stéphanie a bien fait de rappeler notre partenariat parce que je lui ai dit, moi, je ne travaille qu'avec les gens qui ont les mêmes valeurs que moi, que les mêmes principes que moi. Sinon, je ne peux pas m'engager. Et déjà, le partenariat que j'ai avec Stéphanie,
me montre qu'il y a des ouvertures possibles, de l'entraide possible et une avancée commune possible avec la même philosophie. Donc, cette journée aujourd'hui peut être aussi le marchepied pour quelque chose qui peut, en 2026, commencer à émerger. Je le souhaite, à titre personnel. Après, il faut s'organiser sur la manière de faire, mais pourquoi pas. Je suis favorable à cette idée d'émanciper à l'international. Moi aussi, je veux bien réagir. On a parlé tout à l'heure de l'AFP. Mike en a beaucoup parlé. Hein, et peut-être que c'est le moment, effectivement, de recréer une nouvelle agence de presse, en tout cas entre nous, alternative, on va dire. Donc, cette idée est très bonne. Et moi, j'aimerais citer Christelle Néant. Christelle Néant, elle est reporter de guerre. Elle est basée dans le Donbass. Et elle, récemment, justement, ils ont créé l'International Reporters. Là, oui, tu veux dire quelque chose? Oui, mais alors, non. Tu sais qu'en plus, je la cite dans mon livre, Anne-Laure Bonnel. Mais c'est pas... Oui, on a une pensée très forte pour Anne-Laure, pour tout le travail qu'elle a fait, parce qu'elle est reporter. C'est un grand reporter de guerre. Mais là, c'était pas le sujet. En fait, de mon propos, c'était pour... Je citais Christelle Néant, qui a créé, en fait, une sorte d'agence de presse, justement. Alors, on l'a beaucoup accusé d'avoir été financé par Poutine, mais vous savez très bien qui l'a accusé, hein, pas la peine que je cite leur nom. Non, elle a juste été voir Vladimir Poutine et il a donné son OK. Et puis, du coup, elle réunit comme ça plusieurs journalistes du monde, des journalistes internationaux. Donc, elle a créé effectivement, elle en est directrice adjointe de la rédaction. Donc, pourquoi pas nous aussi, voilà, commencer à nous organiser et être en mouvement, en action surtout. Une autre question? Alors moi, ma question, c'est que je vous ai écouté et j'ai envie de vous dire merci parce que à travers cette crise Covid, vous avez été acteur, vous êtes levé et vous avez permis l'information. Bon, là, aujourd'hui, maintenant, ça fait plus de 4 ans et moi, je me place aujourd'hui en tant que personne qui, depuis 4 ans, est informée, sait ce qui se passe et sait que nous sommes face, en fait, à une matrice qui est en train de mourir. Moi, je trouve ça très bien. Mais moi, j'ai une question à vous poser à tous aujourd'hui. C'est, vous sentez-vous acteur ou avez-vous envie d'être acteur de l'émergence du monde de demain? C'est-à-dire que peut-on créer, que peut-on co-créer aujourd'hui qui peut justement, et qui, c'est pas qui peut, mais qui se doit d'émerger aujourd'hui pour passer à autre chose. Parce que c'est pas avec la matrice d'aujourd'hui qu'on créera le monde de demain. Donc voilà, je voulais poser la question à Romain et puis à Mike. Alors, vous avez totalement raison, chère madame. On ne doit pas être seulement en réaction à quelque chose, parce que si on veut que les gens adhèrent, on doit aussi proposer un projet. Et ça, c'est vrai que les politiques qui, entre guillemets, nous représentent ne proposent pas de projet. On doit en créer un. Il y a un modèle qui est celui du capitalisme, et on doit peut-être créer la société, faire le pas de côté, la société de côté de ce capitalisme. Je remarque qu'il y a parmi nos amis des Valérie Bugeaud, par exemple, avec Révolu Droit, qui propose justement ce pas de côté, c'est-à-dire un projet de société. Étienne Chouard, évidemment aussi, avec son modèle de constitution. Et donc, on doit pouvoir être... parce que le capitalisme, c'est facile en fait. Le capitalisme, c'est le consumérisme, c'est de permettre aux uns et aux autres de vivre quand ils ont les moyens dans une forme de luxure. C'est de leur dire aussi, non mais vous pouvez adhérer à cette luxure en faisant les posts sur Instagram ou je sais pas quoi, en faisant et gagner, vous pouvez tous devenir millionnaires, c'est le rêve américain. Voilà. Eh ben, nous, on doit proposer autre chose.
parce que cette société de ce rêve américain, c'est un peu l'inversion des valeurs. En tout cas, c'est pas les valeurs françaises. C'est pas les valeurs françaises, pas républicaines, hein, françaises. C'est-à-dire qui existent depuis que la France est la France. Et oui, on doit beaucoup plus en parler. Et donc, moi, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas Valérie Pegault ou Étienne Chouard, à vraiment regarder leurs travaux. Et parce que leur modèle de société qu'ils veulent mettre en place, ce pas de côté. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le meilleur des choses qu'on peut faire, c'est pas imposer notre vision de société, mais être de côté pour l'instant. C'est-à-dire, je crois que le capitaine Juvin Brunet parle aussi des villages. Ils achètent des maisons dans des coins où il n'y a plus personne qui habite. Ils achètent des terres aussi, où il y a de l'entraide, du partage. Et oui, c'est vers ce type de modèle, je pense, qu'on devrait aller. Et au final, je pense qu'on va y arriver là-dessus. On fait tout juste avec ce micro-là? Je fais un tout petit peu. Donc là-dessus, alors nous, Nexus, on est vraiment spécialisé. On essaie de tout le temps montrer des actions locales qui marchent. Donc ça a vraiment été notre but pour pas qu'on crée pour aussi s'opposer au climat anxiogène qu'ont les médias en général. Maintenant, là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu observes l'état de l'action locale aujourd'hui en France, elle est quand même assez restreinte. Et ce qui n'est pas une fatalité du coup, ça peut se recréer. En gros, la problématique qu'il y a eu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de réseaux d'entraide qui existaient avant les années 50-60 et ça a été détruit par des politiques extrêmement capitalistes où il fallait une forme de rentabilité tout le temps. Et aujourd'hui, pour tous les bénévoles je ne dis pas qu'il n'y a rien qui existe, il y a des milliers de bénévoles qui se cassent la tête sur le terrain et qui, aujourd'hui, justement, en bavent pour essayer de tenir quand on a déjà un monde du travail aujourd'hui qui a repensé parce que les gens travaillent 8-9 heures en dehors de chez eux, plus ont 2 heures de route aller-retour pour revenir. Donc, il faut qu'on repense un système pour que les gens puissent avoir du temps pour pouvoir recréer tout un écosystème possible. Maintenant, il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui et qui sont possibles, notamment dans des localités comme ici, ou comme on était à Castres il y a 2 mois, on a vu, il y a énormément de dissidents partout et il faut pouvoir se remettre en marche. Alors, donc nous, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui qui marche? Il y a déjà les jardins partagés, ça permet de refaire quelque chose de concret ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez facile. Les communes souvent offrent de reprendre des terrains pour pouvoir s'en occuper. Donc ça, c'est cool parce qu'à l'intérieur, tu peux refaire énormément d'ateliers. Il faut repenser déjà au niveau 0. Le niveau 0, c'est pas mal. C'est juste, là où il y a des fois, on est au niveau -1 aujourd'hui en France. Il y a vraiment très peu de choses où les gens font quelque chose qui n'a pas de sens, un travail qui n'a pas de sens pour eux, ils reviennent le soir et ils vont juste s'occuper de leur famille et ne rien faire. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à réimplanter au moins 1 heure par jour qui soit mis pour faire des cafés associatifs, pour recréer des petits réseaux d'entraide de villages. Il y a eu Solaris qui a fait Solaris a commencé à recréer des réseaux très intéressants dans de nombreuses communes. Ça, c'est très intéressant. Il faut s'appuyer là-dessus. N'hésitez pas à vous aller vers des... Bon, après, non, c'est pas mon rôle de vous dire où aller. Mais c'est très important de pouvoir recréer des petits endroits comme ça où... Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était ça que je demandais. Ouais, tiens. Hop là. Laisse-moi. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité? Il y a déjà, si tout le monde repassait du temps à faire au moins 1 heure, voire 2 si possible par semaine, à faire des cafés philo, des ateliers constituants, juste des endroits où on apprend à se recréer des échanges. Ici, il y a énormément de personnes, j'ai parlé à beaucoup de personnes ici qui ont des savoirs en artisanat, des savoirs en différents domaines. Juste de recréer des petits élans de vie comme ça, demain, ça pourrait recréer tout un écosystème d'autonomie. Parce que n'oubliez pas qu'ils attaquent en premier votre capacité d'autonomie, votre capacité de responsabilité. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans les assos et je n'avais pas compris à quel point tout le monde attend d'avoir des subventions pour pouvoir faire des choses. Sauf que quand vous avez des subventions, demandez-vous pourquoi vous avez des subventions. Si vous avez des subventions, c'est l'État qui vous les donne, ça veut dire que vous faites plaisir à l'État. Donc il faut aujourd'hui qu'on recrée, là on est au début de quelque chose depuis 5, 6, 10 ans où
centaines, des milliers de personnes qui ne sont pas assez visibilisées aussi par nous. C'est pour ça que c'était important pour moi de parler des limites des médias indépendants aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on puisse montrer toutes ces activités où certains offrent sur des terrains du woofing, des possibilités où on peut aller donner du temps le week-end. Vous n'êtes pas obligé de vous éreinter là-dessus. Juste 2 heures, 3 heures le week-end à recréer des petits îlots de vie comme ça, des élans de vie. Et ben ça, si on s'octroie ce temps-là, que tout fait ça, tous les résistants recréent des espaces de lumière où les gens peuvent venir contribuer, ça peut être n'importe quoi. Et ben du coup, derrière, dans 10 ans, si on mettait des plateaux associatifs dans une ville sur 10 en France, quel serait l'état de la France et de nos civilisations en général? Ça, c'est la question que je me pose. Dis-moi. Je parle. Ouais. Ah, du spirituel, tout à fait. Non, très rapidement. Du spirituel, moi, je suis personne pour dire, mais je pense que c'est intéressant. Effectivement, le spirituel est complètement mort. Nietzsche avait déjà dit, il y a 150 ans, Dieu est mort, et depuis, on l'a jamais remplacé. Donc oui, ça, effectivement, ce serait intéressant de ne pas pousser des trucs grandiloquents là-dessus, mais qui peuvent être très intéressants. Bah, ça va, je fais 15 secondes, frère. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que je vois quelqu'un, avant qu'on attaque une question, c'est deux, mais je vais pas parce que c'est pas que je suis pas d'accord avec vous, mais je suis quand même en désaccord pour une raison simple. Évidemment qu'il faut un monde désirable, qu'il faut réussir, ça s'appelle la politique, hein, la vraie politique. La vie de la cité, c'est vraiment non, mais par contre, nous sommes en situation d'urgence. Les gens qui ont le pouvoir, ils ont la monnaie numérique qui arrive, ils vont nous mettre en cage. Ça va pas prendre 20 ans. Refaire un monde désirable, c'est-à-dire faire de la politique, confronter des avis et faire la vraie politique, la vie de la cité, s'écouter, ça prend des années. Si notre énergie est mise à ça, si nous n'alertons pas les jeunes, c'est-à-dire une partie de la société qui peut plus facilement se révolter que nous qui avons 50 et quelques ou 60 ans et quelques de moyenne d'âge, on n'aura pas le temps de construire un autre monde. Vous voulez rire quoi, les gars? De construire un autre monde. Ils ont des drones qui arrivent, parce que pour l'instant, les policiers, ils vont jamais nous tirer dessus, ils vont éborgner, c'est déjà énorme, c'est déjà horrible, les gilets jaunes. Non, les policiers français ne seraient pas les policiers de la Maine de l'Est ou de ça qui pouvaient tirer sur la foule sans aucun problème. Mais dans quelques années, est-ce que ça sera des policiers ou des drones ou des... Mais est-ce qu'on aura réussi à offrir un monde désirable avant que eux aient des drones, des policiers, de la monnaie numérique, tout ce qui est en train de se mettre en place? L'urgence, c'est de reprendre le pouvoir. Nous sommes le peuple. Le peuple doit savoir ce qui se passe et doit être souverain de ce qui lui arrive très vite. Et naturellement, vu l'ampleur de ce qui est en train de se passer, cette espèce de coup d'État transhumaniste qui a lieu dans le monde, naturellement, les questions politiques viendront et les débats politiques et le monde sera à faire. La question, et c'est peut-être pour ça, parce que je suis dans un pays totalitaire, moi je le ressens, j'ai chaud aux fesses là, ça va aller vite, il faut aller très vite pour faire la vérité. Construire un monde désirable, c'est-à-dire des années de débat, vous rigolez les gars, il faut le faire, c'est très bien de le faire, tes cafés sont super, mais on ne peut pas prendre de l'énergie à l'urgence d'alerter. On surestime souvent ce qu'on peut faire en une année, on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 10 ans. Bonsoir à vous tous. Je vais reprendre les propos de notre président de la République. Nous sommes en guerre. Et c'est vrai, nous sommes en guerre. Et nous avons une guerre à livrer. Et comme disaient les Allemands, avaient inventé la Blitzkrieg, la guerre éclair. Nous avons, nous, à livrer une guerre éclair. Alors, pour ma part, je pense que la meilleure manière de rater son objectif, c'est de ne pas en avoir. Et le problème de la multiplication des médias indépendants ou alternatifs, c'est qu'en fait, on noie les gens d'information, qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'assimiler. Et je pense qu'il serait intéressant de faire un outil qui serve à toutes les plateformes à se réunir et à agir et à informer par ordre de priorité. Parce que je pense qu'il y a des choses prioritaires. On est à un carrefour civilisationnel. Je crois que c'est la première fois qu'on s'attaque autant à l'humain. Hein, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Là, on est, la technique a rendu cette forme de guerre vraiment à pousser au plus loin qu'il puisse être l'atteinte sur l'humain. Je pense qu'il serait important de pouvoir se réunir entre nous, tous les médias,
et puis de définir les priorités. Je pense que c'est ça qu'il faut traiter en premier. Si on prend depuis l'après-guerre, on a vraiment une priorité économique. On a perdu énormément d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Mais effectivement, on a perdu des entités. Mais on a perdu autre chose de bien plus précieux, les savoir-faire. Les savoir-faire. Depuis la Révolution, on a confié le pouvoir politique aux marchands. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de malheurs dans l'agriculture? C'est parce que le revenu de l'agriculteur a été capté par le marchand. On a organisé une justice commerciale entre marchands. On a été chercher un illuministe italien, qu'on a mis chancelier du roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis, pour organiser la justice des marchands, avec des gens élus, puis après désignés par les préfets, et aujourd'hui cooptés parmi des loges ou des cercles proches des chambres consulaires. Alors, on a une urgence effectivement économique, puisqu'on est en train de créer de la misère. Alors, je pense que ça, il faut le traiter. Il faut traiter aussi le médical, l'euthanasie, tout ce qu'on est en train de prendre auprès de l'humain, ça aussi, c'est une priorité. Et puis aujourd'hui, on est en train de s'attaquer aux gosses. Et il y a des priorités. Attendez, si on veut détruire un pays, on s'attaque à l'enfance. En s'attaquant à l'enfant, on sait que le pays, il n'y a plus qu'à attendre. On va le ruiner dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Et qu'est-ce qu'on attend pour traiter en profondeur ces sujets-là? Mais je dis bien en profondeur. Parce que le problème des médias indépendants, souvent, on veut faire du buzz. On fait de la quantité au détriment de la qualité. Il faut savoir, quand on traite un problème, il faut savoir l'aborder historiquement. Qui a fait quoi, à quelle époque, dans quel but. Et on doit tout connaître quand on traite un sujet. Vous voyez, je me suis intéressé à l'affaire Elf. J'ai travaillé perso 3 mois à temps complet sur l'affaire Elf pour en connaître tous les tenants et tous les aboutissants. Et c'est un travail énorme. Michel, tu le disais tout à l'heure, il y a un travail énorme, c'est un boulot. Une émission de 2 heures ou 3 heures, comme on a fait chez Nicolas, quelquefois, ça demande 15 jours ou 3 semaines de boulot. Parce qu'on doit tout vérifier et on doit connaître parfaitement ces sujets. Alors, je pense qu'il serait urgent de prioriser. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Ça, c'est très important. Chacun peut en traiter un bout entre différents médias, mais on est dans l'urgence là. Parce que si on ne traite pas les sujets capitaux, là, mais le pays il va faire ça. C'est même pas le pays, c'est l'humanité qui va faire ça. Voilà. Donc je sais pas ce que. Je voulais avoir votre avis. Je vais me permettre de répondre à Michel. Merci Michel pour cette question et ça me permet de faire un clin d'œil à quelqu'un qui est dans la salle. Je remercie pour son déplacement. C'est Yannick du Zapping des médias citoyens. Il peut lever la main. Voilà. Merci Yannick d'être là. Parce que c'est une des réponses qu'on peut apporter entre guillemets au nouveau monde. C'est-à-dire que Yannick fait un travail colossal. J'ai jamais vu ça. Pourtant, les zappings, on connaît tout ce que c'est. On a fait une émission avec Yannick sur ma chaîne parce qu'il m'avait demandé mon autorisation pour apparaître dans son zapping. 10 heures par jour, il regarde une vingtaine de médias, dont nous, et il sélectionne les meilleurs morceaux. Et donc, en un quart d'heure, à chaque zapping, vous avez 5-6 passages de différents médias, thématique par thématique, avec les références de nos chaînes YouTube, les émissions. Donc, merci déjà Yannick d'être notre attaché de presse, bénévole. Voilà. Soutenez-le, abonnez-vous à sa chaîne, soutenez-le financièrement aussi parce qu'il n'est pas dans une situation, voilà, il expliquera mieux que moi, mais il m'a expliqué son parcours sur le plateau dans une émission, voilà, et il roule pas sur l'or, donc c'est aussi bien de soutenir, j'allais dire les petites mains, si je peux me permettre ce terme, en tout cas les alternants entre nous et vous. Et quand j'ai découvert sa chaîne, je me suis dit, il y a le zapping de Yo-Yo qu'on connaît, mais qui est inactif depuis plus d'1 an, et maintenant il prend la relève et il le fait très bien. Donc merci à toi Yannick. Et pour moi, je pense que ça fait partie des alternatives. Et Michel, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, c'est que on doit parer au plus pressé. Nous sommes en état d'urgence absolu. Je rappelle que l'état d'urgence a été adopté dans la nuit du 12 au 13 novembre 2015 par François Hollande suite aux attentats du Stade de France, du Bataclan. Donc ça va faire 10 ans la semaine prochaine qu'on est en état d'urgence. On a été en état d'urgence terroriste, puis sanitaire, puis les deux à la fois. Et nous n'en sortirons pas. Parce que Jacques Attali a tout fait, entre guillemets, pour que ce soit normalisé et avec tout le système politique. Il voulait même l'inscrire dans la Constitution.
Donc, nous sommes en guerre et nous devons réagir comme tels, entre guillemets, comme des soldats, si je puis me permettre ce terme, soldats digitaux, peu importe. Et donc, on doit parer au plus pressé. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les sujets prioritaires, le pouvoir d'achat, l'identité numérique qui a été validée en Suisse, hein, aussi, par exemple, l'euro numérique, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la protection de l'enfance, parce que les enfants, c'est sacré. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Il n'y a même pas de débat là-dessus. On ne touche pas aux gosses. On ne touche pas aux enfants. Et il faut remettre des débats sur la table, des débats historiques. Vous savez, Robert Badinter a été panthéonisé récemment, mais à l'époque où il a fait abolir la peine de mort, le peuple n'était pas majoritairement pour. Donc il y a aussi des débats qui doivent revenir sur la table, que ça plaise ou non, parce que c'est censé être ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le peuple, il est cité 3 fois à chaque fois. Et on a l'impression que, en fait, nous n'avons plus le pouvoir depuis longtemps, donc on doit se le réapproprier, quoi qu'il en coûte. Et ça passe par les médias, ça passe par vous, aussi le public. Et voilà, on est tous là pour ça, justement. Donc, on va essayer de trouver un moyen, une alternative pour faire en sorte que notre rencontre d'aujourd'hui puisse propulser dès les mois qui suivent, dès les mois suivants, dès l'année prochaine, eh bien, des plateformes, des synergies. Et je pense même que le mot dissidence est un peu faible. Je pense qu'il faut faire sécession avec le système. C'est encore pire, encore plus radical. Il faut faire sécession avec cette matrice. Parce que les agents Smith, ils sont partout. Voilà. Bon alors, moi, j'ai une approche un peu différente. Je pense que, voilà, on dit il y a des choses très graves, les gens sont ruinés, les enfants, les machins, etc. Il y a 2 choses, moi, que je voudrais dire. Le premier, c'est il y a un combat qu'on doit tous mener ensemble, c'est celui contre la justice, parce que c'est elle qui permet tout ça. C'est pour ça qu'on a des Macron qui se permettent de faire absolument n'importe quoi. Il n'y a plus de justice en France, donc c'est déjà à ça qu'il faut s'attaquer tous ensemble. Et le deuxième point que j'ai envie de dire, c'est que nous, donc quelle que soit l'audience qu'on peut avoir, on a un public captif. C'est pas nous maintenant qui allons générer des nouvelles personnes. Les caisses de résonance, c'est vous. En fait, c'est à vous d'aller convaincre les gens par rapport à ce que vous entendez dans les médias. Et nous, après, on fait ce qu'on peut, on confirme, on crée du contenu, on fait le con de temps en temps parce que parfois, avec l'humour, les messages passent un petit peu mieux. Mais comment dire, on a déjà un public totalement captif. Donc, à chaque fois qu'on rajoute des trucs, on le convainc un peu plus. Mais après, c'est à vous de prendre le bâton de pèlerin et si chacun en convainc un, etc., ça monte assez vite. Voilà, ça devient un peu exponentiel. Et on sait que en France et d'une manière générale dans les populations, il y a une espèce de ventre mou qui ne se sent bien que dans la majorité. Et à un moment où il y a un début de bascule, le ventre mou, il bascule immédiatement. Voilà. Si c'est peut-être à moi de poser la question, peut-être. Bonjour à tous. Moi, je rejoins monsieur qui est intervenu, étant donné qu'on est dans l'urgence. Et je voulais simplement peut-être exposer ici, c'est comment réveiller l'humain qui est endormi. Et je souhaiterais davantage peut-être voir dans des médias indépendants les sujets sur l'ouverture spirituelle, puisque nous sommes quand même la création du divin, de la source divine. Donc, pour ceux qui sont pas complètement éveillés ou novices, peut-être parler de ces sujets-là et d'amener peut-être parler par rapport à des soins qui peuvent exister, des soins énergétiques, par rapport à tout ce qu'on a vécu par rapport au Covid, puisque je peux constater que suite à la vaccination au Covid, donc il y a eu session, des pour et des contre, et que les gens finalement ont commencé vraiment plus en plus à s'ouvrir sur des médecines de techniques ancestrales, on va dire. Donc ça peut être un début d'éveil pour après peut-être amener les gens à regarder des médias indépendants et avoir une ouverture à s'informer sur ce qui existe, ce qu'on vit réellement, quoi, parce que bon, on a quand même un paquet d'endormis. Donc voilà, je rejoignais et pour par rapport à l'urgence, un humain qui s'éveille
bah, c'est toute une économie aussi qui peut s'éveiller derrière, forcément action-réaction. Et puis, bah, je partage l'avis de Nicolas. Oui, on touche pas à un enfant, on touche pas aux enfants. Ça, pour moi, c'est pas possible non plus. Donc voilà. Et j'aimerais voir dans les médias indépendants aussi davantage de jeunesse. Alors bien sûr, hein, ça va pas être évident, ça va pas être facile, mais voilà. Même si globalement, on peut dire que les gens qui s'éveillent sont toujours un petit peu plus jeunes que nous. C'est déjà une bonne chose, mais voilà. C'était tout. Voilà, pour rejoindre monsieur. Le sujet, c'est d'amener les gens à l'ouverture spirituelle via des soins énergétiques divers et variés qui peuvent exister, parce qu'aujourd'hui, il y a forcément une solution par rapport aux problématiques des douleurs émotionnelles, physiques des corps humains. Et le corps humain étant remis, on va dire, aligné à soi, permet une ouverture, après une compréhension sur des médias indépendants ou autres, ou même par rapport à leurs enfants. Voilà. Donc, et puis ça diminue aussi la souffrance, quelle qu'elle soit. Voilà, merci. Bah, je vais répondre. Je vais répondre parce que moi, j'ai ouvert justement, je l'ai dit tout à l'heure, on a parlé du buzz, de ces médias qui veulent faire du buzz. Et moi, j'ai justement parlé de la ligne éditoriale que j'ai mise sur le média en 442 et j'ai apporté justement ce pan spirituel. Moi, j'ai osé, sur le média en 442, inviter beaucoup de personnes, beaucoup d'invités indésirables. Alors, à la fois indésirables parce que persona non grata, hein, comme Dieudonné ou Alain Soral, et indésirables aussi parce que je me suis mise dans un champ, par exemple, quand on invite des chamans, bah, c'est prendre un risque. Quand on invite Jean-Jacques Charbonnier qui vous parle d'hypnose régressive, c'est aussi un risque. Quand on invite quelqu'un comme Mark Auburn qui vous parle de sortie de corps, c'est encore un plus grand risque. D'autant plus que cette interview, cet enregistrement a duré plus de 5 heures. Oui, on l'a diffusé en 2 temps. Et donc, j'ai effectivement ouvert le média sur quelque chose de plus vaste. Même s'il y a urgence, pour moi, je me suis dit, il y a urgence, il faut aborder tous les domaines de la société. Autre chose aussi, on dit il y a urgence, vous êtes là, si vous êtes là, c'est que déjà vous avez pris conscience, autant que nous, qu'il y a des problèmes, qu'il faut essayer de les résoudre et qu'on peut dire qu'on est un peu plus éveillé, même si j'aime pas ce terme-là en réalité, parce que ça veut rien dire, être éveillé, ça veut rien dire. C'est juste peut-être qu'on a un peu plus de recul sur la situation et qu'on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a une urgence et qu'il faut les régler rapidement. Et en discutant une fois avec un auteur, moi je reçois beaucoup d'auteurs, je les connais quand même pas mal, et ils s'investissent parce que écrire, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de travail. Et des fois, leurs livres ne se vendent pas. Et cette personne se plaignait. Elle disait, le problème, c'est que les gens n'achètent pas. Les gens ne veulent pas savoir, les gens ne veulent pas se documenter, ne veulent pas s'éduquer. Et du coup, dans ma tête, ça a fait tilt et je me suis dit, mais comment je peux faire pour en fait, quelque part, démocratiser la lecture, démocratiser le langage, je sais pas, l'information, pour que ce soit peut-être un peu plus digeste que de lire des livres. Peut-être que les gens, vous voyez, je me mets au niveau, peut-être que les gens n'ont pas le temps de lire un bouquin de 300 pages ou 400 pages. Qu'est-ce que je peux faire? Et puis, j'ai eu cette idée de mettre en place les rendez-vous de Kate. Qu'est-ce que c'est que les rendez-vous de Kate? C'est des capsules. Je les ai appelées des capsules que j'ai voulu très courtes, en 30 minutes. Je me suis arrangée avec les invités en leur disant, OK, chacun dans votre domaine de prédilection, on va prendre un sujet et vous allez le développer en 30 minutes. Et du coup, je me suis adressée à qui? Je me suis adressée à Gilles Lartigot,
Je ne sais pas si vous le connaissez, Gilles Lartigot, il est expert en nutrition. Je me suis adressée, donc on a fait des capsules sur la santé, sur la nutrition, sur le bien-être. Pierre Jovanovic, autour de la spiritualité. Et du coup, on a fait des capsules sur l'archange Saint-Michel, sur là j'ai Saint-Charbel, Padre Pio, par exemple. Là, je vous cite vraiment des exemples. J'ai aussi proposé ces capsules à Youssef Indy. Et Youssef Indy, avec lui, on a abordé la théologie, donc la laïcité, la kabbale, la gnose, des sujets un peu ardus, hein, mais on l'a fait. Et j'ai également proposé ces capsules à Marion Sigaud sur l'histoire. Et à tous, je leur ai dit, en 30 minutes, on essaye de développer à chaque fois un sujet. Et c'est comme ça, ça a fait des milliers de vues hein, sur le Média 4.2. Ça a été très suivi. Maintenant, là, je les rediffuse sur ma chaîne. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah, je fais un petit concept pédagogique et j'essaye que les gens, en fait, adhèrent à la thématique, parce que des fois, c'est quand même des sujets, surtout avec Youssef Indy, c'est quand même assez costaud. Marion Sigaud aussi. Voilà, la spiritualité, c'est un peu plus léger. Mais par exemple, avec Pierre Jovanovic, on a parlé de Robert Monroe. Je connaissais pas Robert Monroe et j'ai lu la trilogie. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à la sortie hors du corps, ce qui m'a amené ensuite à interviewer Mark O'Byrne. Voilà, tout simplement. Donc, l'urgence, elle est là. Je pense qu'on fait suffisamment de notre mieux, sincèrement, pour essayer de voir large, de ratisser large, de faire au mieux. Il y a un objectif. Hein. Enfin, moi, dans ma tête, il y a quand même un objectif. Voilà. Je vais pas tout dévoiler. Il faut pas tout dévoiler à ses ennemis. Attendez, on peut pas. Il faut quand même être un minimum stratège. Mais en tout cas, ça, j'ai été fière de monter ce concept. Et après, bien sûr, qu'on donne la parole à tous. Là, par exemple, à venir sur Kate TV, j'ai une émission autour de l'IA avec Emmanuel Darle et Xavier Azalbert sur la sortie de son dernier livre, et on aborde de vrais sujets et on remonte historiquement, et une émission très très intéressante qui va être diffusée la prochaine. Le prochain invité, on a déjà tourné, c'est Frédéric Bascugnana. Si vous ne le connaissez pas, il s'appelle le Parésiaste sur X. Lui, il parle du PIC. Qu'est-ce que c'est que le PIC, qui rime avec RIC, le RIC, c'est le pari de l'intelligence collective. Donc là aussi, vous allez découvrir, il y a plein de gens en fait qui ont des initiatives, il y a plein de gens qui se battent autour de nous, qui sont là pour qu'on avance quoi, de manière intelligente. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Mais on peut pas aller plus vite que la machine parce que il y a plus vite, merci, que la musique. Merci, merci Romain. Merci beaucoup, merci. Parce que je voulais revenir aux finances en fait. C'est qu'il y a urgence, mais on n'a pas les mêmes armes. On joue pas avec les mêmes armes. Donc ça aussi, c'est un facteur à prendre en considération, sincèrement. Voilà, merci. Alors, j'ai pas une question, mais j'ai un souhait. J'ai un souhait. Avant le monde de demain, pour moi, il y a le monde d'aujourd'hui. Et avant le collectif, il y a l'individuel. Parce que moi, ce que je constate, c'est qu'on est tous isolés. Mais vraiment tous isolés. Moi, par chez moi, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas moyen de se rassembler. Donc, ce que j'aimerais, c'est connaître les actions de chacun d'entre nous, parce que on est quand même des résistants. Donc moi, j'ai mes actions, mon voisin à côté a des actions, chacun d'entre nous a des actions, et j'aimerais bien qu'elles soient mutualisées, ces actions. Parce que j'ai besoin d'être en action, j'ai besoin que ce soit concret, que ce soit immédiat, que ce soit simple, en attendant que ce soit plus collectif, j'ai absolument besoin. Et d'ailleurs, ça peut
ouvrir les yeux et l'esprit à certaines personnes. Quand je refuse, on en parlait tout à l'heure en aparté avec 4 personnes, quand je refuse de compléter le questionnaire de l'employé de banque, eh bien, je discute avec lui. Quand je ne paye qu'en espèces, je discute avec lui. Donc, je lui ouvre les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est un moyen d'ouvrir les yeux de certains. Voilà. Alors, tout en étant tout à fait d'accord avec tout ce que je viens d'entendre jusqu'à maintenant. Ah, pardon. Allô? Oui. C'était pas pour répondre, mais je peux quand même répondre à la dame. Vous étiez où, madame? C'est par rapport à l'action collective. Si vous en avez envie, et s'il n'y a rien, je me suis rendu compte, des fois que je me plaignais, je me disais, ah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ou telle personne ne se comporte pas comme ça avec moi, et d'attendre plutôt de l'extérieur, et finalement, initier le mouvement. Si vous en avez envie, vous allez peut-être être moteur là où vous habitez. Et après, choisir ce qui vous parle, ce qui résonne le plus en vous. Commencez par une action petite. Par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple que j'ai connu, planter des arbres dans la commune, par exemple. Ou faire son propre jardin, récupérer de l'eau si vous avez un jardin, parce que tout le monde n'a pas un jardin. Commencez par des petites choses, en parler autour de vous. Et si vraiment ça vous anime, vous allez attirer à vous des gens qui ont envie de faire pareil. Voilà, c'est parfois quand ça n'existe pas, c'est à nous de le créer. Pardon. Et c'était pas ça que je voulais dire à la base. J'avais envie de dire que si jamais il y a des journalistes, des médias mainstream, des scientifiques, des économistes, des médias qui ne sont pas du bord qu'on prétend, que nous on dit qu'on va être complotiste, je sais pas quoi, de droite, de je sais pas quoi, enfin bref, on n'est pas comme ça. Et puis, quand bien même si on l'était, ça voudrait pas dire qu'on n'est pas ouvert à d'autres. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, nous, on aura envie, chez Nexus, de faire passerelle, au-delà des mouvements politiques, au-delà de tout dogme. Donc, s'il y en a qui veulent bien participer à des émissions passerelles sur un fait précis, on parlait tout à l'heure des faits, des sources, est-ce que tel médicament est bon ou mauvais? On vient. Celui qui pense qu'il est bon, il va nous expliquer factuellement pourquoi il pense que ce médicament est bon avec des données. Si celui qui dit qu'il est mauvais, qu'il vienne avec des données et qu'on en parle et qu'on puisse en parler à cœur ouvert. Voilà. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, eh bien, nous sommes ouverts à la passerelle. C'est tout ce que je voulais dire. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Tu veux reprendre Donc, je disais que tout ce qu'on vient d'entendre me plaît beaucoup. Tout à fait. Notre ami qui vient de prendre la parole a eu déjà la réponse à sa question, donc je n'y reviens pas, mais je suis tout à fait de son avis en ce qui concerne la spiritualité. Et vous avez répondu. Moi, je voulais rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure au sujet des ventres mous et de l'urgence qu'il y a à réagir. Je prends l'exemple de la santé, puisque c'est de là que je viens, et voyons ce qui s'est passé au début du Covid, il est complètement honteux d'avoir assisté à ce à quoi nous avons assisté, c'est-à-dire que le corps médical dans son ensemble a suivi comme un seul homme les prescriptions et les directives gouvernementales. Au lieu de se rebeller immédiatement comme il aurait dû le faire, comme l'exige le serment d'Hippocrate, eh bien, on a assisté à ce qu'on a vu. Et ce que je c'est qu'aujourd'hui même, on commence à revoir dans les rues les masques se porter. On commence à revoir les gens courir au vaccinodrome ou chez leur vaccinateur habituel. Et on est reparti pour la même chose. Donc, je pense que dans l'urgence et individuellement, ce que chacun peut faire, et ce que la plupart d'entre ceux qui sont présents ici ont déjà fait, c'est résister à cette injonction de se faire vacciner, puisque la loi vient d'être votée pour tous les soignants, pour toutes les personnes qui seront résidentes en EHPAD.
et qu'il y ait ensuite, maintenant que la loi vient de sortir, la voie directe pour l'euthanasie. Comme ça, c'est déjà fait, parce qu'il ne faut pas se cacher les yeux. Dans les années 2020, il y a eu de l'euthanasie pratiquée dans la plupart des EHPAD, en tout cas. Et ça, c'est un fait dont personne ne veut parler, sauf les parents des personnes disparues à ce moment-là. Eh bien donc, je voudrais dire que l'urgence, c'est une affaire individuelle. Déjà, sur ce plan-là, c'est une chose simple à faire, mais il faut quand même avoir le courage de le faire et de résister, c'est de refuser cette injection qu'on va nous rendre obligatoire dès l'automne prochain, d'après ce que j'ai compris. Voilà. Et puis, à partir de là, parce que la santé sert quand même de tremplin pour toutes les autres lois qui vont sortir. Et c'est avec cette santé et la peur qu'on nous fait, à chacun, qu'on nous tient. Donc, c'est la première chose sur laquelle je pense qu'il faut résister. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors, remercions les autres. C'est un problème réellement fondamental que soulève monsieur. Là, sur un gré des médias indépendants, je ne sais pas si c'est exactement le moment sur lequel il faut y répondre. C'est-à-dire que nous, effectivement, là, on peut plus parler des insides des médias. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord du tout avec moi. Pour moi, c'est important de remettre quand même les pendules à l'heure. C'est-à-dire que je pense que là, c'est des questions où c'est important de pouvoir les soulever et dans les conseils municipaux près de chez vous, de pouvoir essayer d'aller vraiment voir les politiques locales, d'aller essayer de les faire secouer le cocotier. Mais effectivement, nous, là-dessus, on essaie de faire ce qu'on peut sur ces sujets-là pour informer et derrière, la liberté des gens de pouvoir se faire vacciner. Ou de vouloir porter un masque, on ne peut pas. C'est-à-dire que moi, ma conception de ma liberté, elle est telle que je n'ai pas envie qu'on me force à mettre un masque ou à me faire vacciner, mais je n'ai pas envie de forcer les gens à ne pas se faire vacciner ou à ne pas porter de masque. Je pense que c'est là où on doit trouver un équilibre dans ces sujets-là. Malheureusement, ici, les questions pourraient être plus intéressantes pas plus intéressantes, mais les questions pourraient être plus portées sur des côtés moins politiques parce que là, il n'y a pas de leader politique ici ou autre. Et juste sur madame là-bas, j'en profite pour vous dire sur les sujets spirituels en quelques mots, en 2 mots. Nexus, pour le coup, moi, je travaille moins dessus. J'aimerais bien peut-être dans le futur, mais on a tous les pigistes dans le magazine, pas tous les pigistes, on a la moitié des pigistes qui travaillent sur ces sujets-là. Donc si vous connaissez pas le magazine, vous n'allez pas être déçus. Vous allez adorer. Même Estelle qui est venue tout à l'heure, je pensais qu'elle allait en parler parce qu'il y a énormément de spiritualité, de trucs d'énergie. Moi, je suis moins calé dessus, mais de chamanisme, etc., d'expériences aussi qui sont faites. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus. On a un éventail politique et tout. Bref, voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Romain, parce que la question de madame sur la spiritualité, etc., était très intéressante. Là, je suis en train de préparer un projet pour janvier prochain, parce que ce que vous avez posé comme question, c'est fondamental, et j'y ai moi-même réfléchi ces derniers jours avant aujourd'hui, en me disant comment faire pour combiner différentes corporations, si je puis dire. Par exemple, j'ai ouvert une boîte de Pandore dans mes émissions avec le harcèlement électromagnétique, qui est un sujet éminemment polémique. C'est peut-être celui qui est plus polémique, peut-être au-delà de la pédocriminalité, c'est pour vous dire. Et je me suis dit comment on peut faire pour aider les victimes. Parce que déjà, elles ne sont pas crues, elles sont traitées de fous, malades mentaux, HP, etc. Et là, j'ai une idée qui m'est venue récemment. Et pour l'instant, par chance, les 3 invités sont au courant. Et je me dis, ça peut peut-être ouvrir une porte vers autre chose. C'est qu'on a Luc Coffret, notamment agriculteur, qui a des soucis avec les ondes et avec son bétail qui a été touché par les ondes, les éoliennes. Puis vous avez une région d'éoliennes magnifique. Hein. Par chez moi, encore, on est un peu protégé de ça pour l'instant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas associer un énergéticien, j'en ai reçu un, c'est Georges Bonned, avec qui j'ai fait une émission cet été, avec Patrick Jolan, expert en cybersécurité, et avec Luc Coffret. Et avec ces 3 personnes, on va essayer de venir en aide à Luc Coffret et à d'autres personnes qui subissent le harcèlement électromagnétique et des problèmes avec les animaux, en plus des injections qu'on fait aux animaux, puisque Bill Gates veut vacciner tout le monde jusqu'aux plantes, etc. Et donc, de ce fait, je me dis, est-ce qu'en mélangeant
enfin, en associant, en faisant une synergie entre spiritualité énergétique, magnétiseur, plus d'un côté cybersécurité, spécialiste des ondes et la victime qui va avec, est-ce qu'on ne peut pas créer une synergie et une passerelle, justement? Et je me dis, au-delà du côté vitrine, parce que c'est vrai que souvent, je me dis, est-ce que je ne fais pas de la figuration et puis juste de la réaction et après, il ne se passe plus rien. Et là, on va essayer de passer le cap de ça et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire avec une émission quelque chose d'utile et de pragmatique au-delà de cette émission-là. Voilà. Donc, on verra ce que ça donne. Mais en attendant, on va essayer. De toute façon, il faut essayer. Qui ne tente rien n'a rien. Mais je me dis, ça peut être un projet qui peut amener d'autres opportunités à venir. Voilà. Ça marche? Ouais. Alors, moi, j'ai une proposition et aussi une question. Et en fait, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Michel. Dès le début de la crise, j'ai eu envie de partager l'information que je comprenais et que je recevais. Et en partageant sur Facebook, donc moi, à mon petit niveau, je me suis fait invisibiliser aussi. J'ai bien vu que ça marchait pas du tout. Mais pourtant, j'avais envie de crier ce truc-là. Quand il y a eu après les marches contre les vaccins, RN, etc., j'ai compris qu'en fait, on s'adressait toujours au pouvoir au lieu de s'adresser à nous, en fait, entre nous, aux gens qui étaient là, qui étaient sur les trottoirs, qui nous voyaient passer, comme on voit défiler du bétail. Et je me disais, mais c'est à eux qu'il faut parler. Et j'ai toujours eu cette sensation-là, mais je savais pas comment le faire. Je voyais bien que moi, dans ma famille, ça marchait pas du tout. Je savais pas le faire. Pourtant, je suis initiée à la communication non violente, mais ça marche pas. Donc, j'ai encore réfléchi plus loin et je me suis dit, mais à partir de tout ce que vous nous donnez, parce qu'en fait, on vous demande à vous de faire plein de choses, mais vous en faites déjà plein. On a toute l'information dont on a besoin, vous la véhiculez, il y a tellement de choix, il y a tellement de choses. Par contre, nous, comment on l'intègre? Comment on l'intègre et comment après, nous, à notre niveau en local, on arrive à la rediffuser. Et là, c'est de créer de l'intelligence entre nous. Et c'est pas facile de communiquer avec des gens qui sont fermés et qui en réalité vont nous accuser nous d'être presque des terroristes de la pensée, mais en réalité ils sont très souvent eux hyper agressifs. Enfin, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on se fait vraiment remballer comme très vertement. Et c'est pas facile. C'est pas facile, Mike, par exemple, de dire d'y aller doucement et puis peu à peu, etc. Moi, je sais pas comment on fait. Moi, quand je vois des chiffres qui me disent que maintenant il y a plus de morts que de naissances en France, je dis wow, j'ai envie de sauter au plafond. Et comment on fait pour communiquer avec ces gens-là? Et donc mon idée, c'était moi en tout cas. Donc moi j'habite dans le Cher. Donc si ça intéresse des gens qui sont dans le Cher, de nous réunir, de créer peut-être une bibliothèque commune parce qu'on peut pas acheter tous les bouquins. Donc de créer une bibliothèque commune et par thématique de créer des fiches d'arguments clés simple et pas trop antagoniste pour pouvoir interpeller les gens et pour que chacun d'entre nous ayons un outil facile à utiliser, déjà pensé par d'autres ou qu'on peut repenser, qu'on peut faire évoluer pour savoir parler aux autres. Voilà. Et parce que moi, je pense aussi qu'il y a urgence. En fait, je suis dans cet antagonisme entre me dire, ouais, le monde de devant, moi, j'ai mon jardin et tout ça, je partage avec mes voisins. Ok, mais je crains tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont vachement vite. Donc, et je suis toujours dans cet antagonisme de me dire, mais j'ai envie, moi aussi, de participer à l'urgence du truc. C'est super urgent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens ici autour, mais voilà, c'est la proposition. Voilà. Alors, chère madame, votre proposition, elle est excellente. C'est vraiment une excellente proposition et c'est à mettre en œuvre. Si nous avions fait cette même réunion en 2019, peut-être que nous serions 10 ou 5 ou 3 ou 4. Là, on a malgré tout rempli la salle. Alors certes, ça va peut-être pas assez vite. C'est vrai, ça va pas assez vite, mais n'oubliez pas que je vais prendre ce que dit Madame Sigaud, elle a totalement raison quand elle parle de la révolution. Entre la révolution et aujourd'hui, c'est-à-dire entre le monde d'avant de l'époque de la Révolution française et aujourd'hui, il a fallu 250 ans. Je dis pas 250 ans, mais je ne peux pas vous dire
le renversement se fera 2026. Pour qu'il y ait ça, qu'il y ait une circonstance. La circonstance fait les gens, et moi je suis même persuadé que ceux qui seront peut-être les grands leaders de demain de la nouvelle société, du nouveau monde, peut-être même qu'on ne les connaît pas du tout. Peut-être même qu'ils sont même pas dans la salle, peut-être qu'ils vont, par le biais de cette circonstance, de se révéler. Je sais que parmi les médias indépendants, il y a beaucoup qui parlent de souverainisme, de gaullisme. C'est pas le général de Gaulle qui fait la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale qui crée le général de Gaulle. Vous voyez? Donc, vous continuez dans ce que vous faites. C'est vraiment très, très bon. Il faut le faire. Même si vous avez des portes qui se ferment, c'est pas grave. Vous y allez. Vous aurez, quoi qu'il arrive, votre noyau dur. Mais ne vous dites pas, parce que ça ne va pas aussi vite que vous l'espérez, qu'on l'espère tous, que c'est un échec, que ce sera un échec. Vous voyez ce que je veux dire? Les circonstances, je pense, au final, arriveront. Quand? Je ne sais pas. Moi, je pense que la circonstance, elle est économique. Le système existe et il se maintient parce qu'on le finance et parce qu'il est financé. S'il n'est plus financé, le système n'existe plus. Le système, s'il n'est pas financé, il ne paye pas la police, il ne paye pas l'armée, il ne paye pas tous les trucs là qu'a acheté Darmanin. Voilà. Mais vous, continuez dans ce que vous faites et ne vous laissez pas influencer par ceux qui vous disent « Ah non, oui, mais quand même, tu perds ton temps, pourquoi tu fais ça ?» Non. Vous avez envie de le faire, vous le faites, vous aurez le succès que vous aurez, mais vous aurez fait quelque chose. C'est toujours mieux que d'avoir des gens qui des mauvais conseillers qui, eux, passent leur journée devant la télévision sur leur canapé. Voilà, déjà pour ça. Je voulais dire, le monsieur qui a fait travailler sur Elf, il est où ce monsieur? Bah écoute, tu veux venir chez moi? Tu viens? Et puis on fait une émission, c'est tout. Faut nous le dire, les choses comme ça. On doit être au courant. Hein. Oui, madame, je voulais vous répondre aussi. D'abord, on sent, et c'est très touchant, parce que votre intervention était très touchante, parce qu'on sent la ferveur que vous avez mis, on sent que vous avez essayé beaucoup et que vous continuez d'essayer et que, comme nous tous, la plupart du temps, on se casse les dents. Alors, un petit tuyau, c'est pas un conseil, mais c'est un petit tuyau peut-être, je sais pas, qui me vient comme ça. Ne changez rien. Vous dites exactement ce que vous avez à dire, avec une toute petite chose différente. Mettez-y un point d'interrogation. Par exemple, mort, et vous avez dit il y a la courbe des naissances et la courbe des morts. Bah, si vous dites à la personne, t'as vu, il y a plus de morts que de naissances en France. Et si c'était depuis quand et pourquoi il y a plus de morts que de naissances en France? T'as vu ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Socrate t'a dit, tu recules. Ah bah oui, c'est ça. Et ce qui est intéressant là-dessus, pour justement parler du métier qu'on fait, je suis assez d'accord avec madame. J'aimerais bien qu'on arrive à plus donner des petites clés. Tu parlais de préparer des kits, éventuellement de faire des petites capsules qui soient plus faciles. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde notre travail, on a tous fait des longs formats. Et ce qui est très bien, parce qu'en fait, on a prouvé qu'on était capable d'avoir des réflexions extrêmement longues, de donner la parole à des experts qui avaient des raisonnements construits. Donc, on a fait le travail à ce niveau-là, et maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont tenté de faire des shorts, etc., des petits extraits. Il faudrait qu'on arrive à alterner ça et justement à pouvoir avoir par exemple pour vos collègues, je crois, dont vous parliez, ou il y en a qui me disaient j'essaie encore de convaincre mes enfants, ma famille, etc. Il faut qu'on arrive à faire du petit contenu de 5 minutes qui ce soit impossible pour les gens
pas éveillé, entre guillemets, de ne pas le regarder. Et après, pas forcément d'être d'accord ou pas avec nous, mais au moins que ça suscite du débat. Vous permettez juste que je reprenne une minute la parole. Oui, tu disais, nous, et je l'ai dit tout à l'heure, venant du cinéma, pareil, une chose, c'est le montage. Alors, beaucoup de gens croient que le montage, c'est juste mettre bout à bout des trucs qu'on a filmés. Non, non, le montage, c'est ce que je vous disais, les standards, c'est quand on a 2h30 de rush passé à 25 minutes, c'est 8 à 9 semaines. Donc moi, par exemple, je les ai passés sur des interviews, mais construites, filmées à 3 caméras, dans des décors, des choses un peu construites. Mais c'était, je peux vous dire, je me suis pris des volées de bois vert de scientifiques. Mais tu gardes ça, pourquoi tu gardes ça autant de temps? Et après, ça faisait beaucoup, mais alors beaucoup de vues et ça marquait les esprits. Parce que les 25 minutes qui étaient là ne trahissaient pas ce qui était dit dans les 2h30. On peut très bien résumer et synthétiser 2h30. Ça demande beaucoup de travail, hein, en 25 minutes. Et l'avantage, c'est que, je vous assure, hein, je prends le pari, je vous lance les 25 minutes, vous êtes scotché. Si j'ai travaillé 9 semaines dessus, de la première seconde à la dernière, vous êtes scotché, vous n'aurez pas envie de zapper. Hein. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps qu'on n'a pas toujours. On ne peut pas le faire toujours et ce n'est pas une injonction. Mais le montage, se servir de techniques venues par exemple du cinéma, du montage, le vrai montage, pas juste mettre bout à bout, c'est des choses qui peuvent donner une efficacité incroyable. Mais c'est pareil, BFM ont les moyens et tout ça de prendre des monteurs qui peuvent justement monter leurs vidéos. Effectivement, on a moins de réalisateurs là-dessus et c'est encore une discrimination que subissent les médias indépendants là-dessus. Nous, effectivement, comme on manque de ressources humaines, après on en revient à ce que disait monsieur Michel, je crois, qui disait qu'effectivement on fait trop de quantité par rapport à la qualité. Ça vaudrait le coup, effectivement, de faire moins de vidéos et parfois peut-être de passer de temps à essayer de faire quelque chose qui soit extrêmement plus digeste. Juste un mot pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire sur le montage, par exemple. Maintenant que je suis toute seule sur ma chaîne, donc je l'ai dit, je fais les interviews, je les prépare et je monte. Et des fois, on a des commentaires, de mauvais commentaires. Et moi, je constate il y a quelque chose que j'avais pas sur le Média en 4K2. J'ai beaucoup de commentaires négatifs, parfois agressifs. Et des fois, les gens se plaignent du montage. Mais si je devais prendre un monteur, il faudrait que je le paye, il faudrait que je le rémunère. Et je ne peux pas. Donc, je fais tout moi-même. Des fois, les gens se plaignent de la qualité du son. Oui, alors j'essaye d'améliorer le son parce que on a les outils pour quand on est un peu formé. Mais des fois, je peux pas parce que le son de l'invité est catastrophique. Et donc, les gens se permettent de faire des critiques très faciles. Faut pas oublier que c'est de l'artisanat, hein, ce qu'on fait. Hein. Voilà, c'est vraiment de l'artisanat. On n'a pas le matériel, tout le matériel adéquat. Bon. Oui, si vous permettez. Moi, je salue tout le monde et je suis très, très fière, très contente de voir où on en est aujourd'hui. Alors, je suis arrivée ce matin, puis j'ai vu cette... pour moi, ce n'est pas un cheval, c'est une jument, et c'est une jument ailée. Je ne sais pas si ça parle à quelques-uns d'entre vous. Oui, mais pour moi, c'est aussi une jument ailée. Et je fais référence, pour ceux qui la connaissent, à Guylaine Lanctot. Et où elle a fait, moi j'ai quitté la France pour la rejoindre. J'ai été son assistante pendant 6 ans, j'ai donné ses ateliers. Et ce qui me reste, alors elle a fait un tableau qui représente les 4 niveaux de conscience. Les 2 premiers niveaux, c'est le mouton docile, s'il vous plaît, protégez-moi. Le deuxième, c'est le mouton rebelle, qui se rebelle, mais qui reste un mouton néanmoins parce qu'il donne l'autorité à l'extérieur. Et puis après, il y a un passage, il y a vraiment une transition où là, il y a un changement de conscience totale qui va avec une décision. Déjà une prise de conscience et une décision. Et alors là, c'est la jument, parce qu'elle a mis au féminin, parce que le féminin est ce qui inspire, ce qui est à l'intérieur, et le masculin, je ne dis pas l'homme et la femme, hein, je dis le masculin est là pour être au service du féminin, pour le manifester dans la matière. Donc, il y a la jument qui est souveraine, et on parle beaucoup de souveraineté, mais voilà. Et le 4e niveau, c'est la jument souveraine, mais qui a conscience de sa divinité et qui l'incarne. Voilà, donc moi, je pense qu'on a dépassé entre le mouton et la jument,
Et merci, je suis ravie. Mais il y a un pas de plus. C'est comment et de quoi j'ai peur, nous avons peur de la manifester, cette jument souveraine, cette partie de nous qui est à la fois divine et humaine. Comment faire pour la manifester concrètement? Donc moi, c'était en 97 que j'ai commencé à découvrir ça et que je l'ai vécu concrètement. Alors, c'est la peur ou l'amour? Et qu'est-ce qui fait que la peur s'évanouit, se transforme? C'est avec l'amour. Et ce que disait Guylaine, sa phrase, c'était la seule arme réelle, c'est l'amour. Voilà. Donc, voilà, donc c'est se souvenir de qui on est et l'incarner et le manifester. On est venu manifester le divin dans la matière et se souvenir, voilà, on n'est pas juste ce côté horizontal et ces deux axes, horizontal et vertical, s'épousent dans notre cœur et voilà, et apprenons à le manifester à chaque instant. Je vais me faire demander qu'on a l'habitude. J'ai l'habitude, j'adore ça. Je vais juste me permettre de rebondir sur ce que vous dites, madame. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Parce qu'il me vient justement à l'idée aussi qu'on a parlé de la guerre de l'information, mais on a oublié qu'on est en guerre spirituelle aussi, et avant tout. Et vous savez, on me dit souvent, et Jean Pernin me l'a dit encore récemment, il m'a dit, tu sais Nicolas, il n'y a pas de hasard. Il y a des synchronicités, tout est écrit. Et je constate que parmi les censures en ce moment, ou les marginalisations, on a Sacré-Cœur quand même, qui est un documentaire que je n'ai pas pu voir encore à titre personnel, mais on est en pleine, justement, une sorte de réveil spirituel. Là, ça a commencé à prendre des proportions colossales, ce documentaire. On a l'histoire du canon français aussi. Et on voit qu'en ce moment, il y a une forme d'explosion. C'est un tsunami permanent. Et je constate que beaucoup de gens ont repris foi quand même. Alors peut-être que ce n'est pas une majorité, peut-être que c'est une vue de l'esprit ou un biais cognitif de ma part, mais je constate quand même que la guerre spirituelle, on l'affronte aussi et que on se rend de plus en plus compte aussi que beaucoup d'églises sont vandalisées et brûlées quand ce n'est pas Notre-Dame, c'est d'autres choses, dans l'indifférence la plus totale la plupart du temps. Et donc, il faut bien prendre en compte que la guerre que nous vivons, elle est multiple. Elle est à la fois contre nos enfants, contre nos anciens, et ça, Éric Mercier l'a très bien dit ce matin, les EHPAD, etc. Donc, protégeons nos anciens. Il faut rappeler que durant le Covid, on nous a interdit d'honorer nos défunts, quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et j'ai travaillé dans la préhistoire. Je peux vous dire qu'à la préhistoire, on faisait les choses autrement. Donc, on a vécu des périodes de traumatisme indélébiles pour certains. Aujourd'hui, on a des enfants traumatisés. C'est quelque chose qu'il va falloir des décennies. Et le problème, c'est que malgré l'urgence, on ne peut pas aller plus vite que la musique, justement. On fait du mieux qu'on peut, mais on essaye de le faire avec le cœur. C'est le principal, je pense. Et on le fait avec authenticité. En tout cas, on essaye du mieux possible de le faire. Et justement, cette guerre spirituelle, il faut la prendre en compte aussi, parce que les gens ont perdu la foi. Ils ont perdu foi en eux, confiance en eux, parce qu'on les a traités de tous les noms, on les a insultés. On a eu des politiciens qui ont dit que les Français, ils étaient cons, de toute façon, et on ne pouvait pas leur dire quelque chose, parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents, en fait, pour les comprendre. On a été traités de Gaulois réfractaires, de gens qui ne sont rien. On a maintenant un président de la République qui n'est même plus président de la France, puisqu'il préfère être à l'étranger qu'en France. Donc, il lâche le manche. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, en fait, on doit reprendre notre pouvoir nous-mêmes. C'est-à-dire que Marion Sigaud m'avait dit sur la Révolution française, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on devrait faire? Revenir au localisme, c'est-à-dire revenir à l'échelle locale. L'État a pris trop de pouvoir, s'est infiltré dans nos maisons, nous a décerné des titres, nous a dit combien de personnes on devait recevoir chez soi, 6 et pas 7. On a la Gestapo des poubelles aussi, qui vont contrôler nos déchets. On a un État policier totalitaire en permanence. Vous ne pouvez pas faire 5 km sans rencontrer un radar ou des contrôles de police. Voilà la société dans laquelle nous vivons, où des gens, à 11h du soir, ne peuvent plus sortir de chez eux parce qu'ils ont peur de se faire agresser. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est le réel. Alors, le réel peut être extrapolé suivant certains médias, c'est vrai, mais les gens ne se sentent plus en sécurité dans leur propre pays. Et tout ça, ça fait partie de cette guerre, de cette propagande et de cette ingénierie sociale. Et ça fait des années que ça dure.
Ça fait des années que c'est écrit, surtout. Serge Bonast en parlait déjà il y a plus de 30 ans et Claire Sévrac aussi. Et donc aujourd'hui, quand on relit ce qui a été dit il y a 30 ans, on se dit, mais c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Et ces gens-là avaient la foi, en réalité. Et beaucoup de gens, quand je leur pose la question, comment on va s'en sortir, ils me disent, moi je crois en Dieu, je crois à Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas là pour faire de l'évangélisme, hein, je précise, mais simplement, je vois quand même que beaucoup retrouvent la foi. Et le film Sacré-Cœur nous fait comprendre pas mal de choses, parce que Steve Goodnell a dit quelque chose de très fort. Il dit, chrétiens, réveillez-vous, parce que vous êtes en danger. Il faut qu'on se réveille. Et le moment est venu de se réveiller, que ce soit en tant que média, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit en tant que peuple. On doit se réveiller, on reprendre le pouvoir aux gens qui nous l'ont spolié. Et ça a commencé avec le traité de Lisbonne. Ça a commencé même avec 1789. Donc ça remonte à très loin. Donc on a 2 siècles, j'allais dire, à rattraper. Et là, aujourd'hui, je pense que le moment est venu, puisqu'on est tous réunis ici, malgré la censure qui a été faite contre nous. Et au contraire, on l'a vaillamment abordé, cette censure, puisqu'on y a répondu très intelligemment. Il y a eu un effet à la fois stressant et un effet boomerang. Et donc, c'est grâce à vous si aujourd'hui on peut se réveiller. Voilà. Merci à vous. Je voudrais aussi rebondir sur ce que vous avez dit, madame, parce que c'était très touchant. Vous avez parlé de 2 notions qui s'opposent, la peur et l'amour. La peur, bien sûr, qu'on maintient cette peur parce que c'est une basse vibration et ça fait partie des techniques d'ingénierie sociale et ça nous maintient dans un état de sidération, dans un état de léthargie et on ne peut plus bouger, on ne sait plus quoi faire, on ne peut plus réfléchir. Il faut lire Gouverné par le chaos de Lucien Cerise. Et tu parles de la foi, Nicolas. Effectivement, moi j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi en France, parler de Dieu ou parler de sa foi, c'est interdit? Je comprends pas. Je comprends pas. Au nom de la laïcité, parce qu'on nous invoque le principe de laïcité, la plus grande fumisterie finalement. Mais oui, mais oui. Et oui, tout se passe avec l'amour et c'est comme ça qu'on y arrivera. Effectivement, tout passe par le cœur, tout passe par l'amour. Et je pense que ce qui nous réunit ici, quand même, c'est que on a quelque part, même si on a des avis qui divergent, mais quelque part, on partage les mêmes valeurs en réalité. Et même avec vous, parce que je le vois, là, on parle de spiritualité, je m'y attendais pas. Et on a vraiment des valeurs communes. Et c'est ce qui nous fera peut-être arriver au bout de cette guerre. Quand, je n'en sais rien, hein, mais en tout cas, on est là pour perdurer, pour être endurant, pour aller jusqu'au bout. Et oui, gardons la foi, parce que ça, c'est très important. Et n'ayons pas honte aussi de parler de notre foi, parce que c'est ce qu'on veut nous faire croire. On veut nous faire croire qu'il ne faut pas en parler, que c'est une honte, c'est un tabou. Non, 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 c'est comme ça qu'on y arrivera, avec l'amour et la foi. Il y a un auteur, enfin mon auteur préféré, qui disait que mal nommer les choses, c'est rajouter à la misère du monde. On prive les enfants d'ailleurs de vocabulaire et même nous, du fait, on sait très bien qu'on nous prive de réflexion. C'est pour ça aussi, c'est en appelant une injection expérimentale vaccin qu'on a pu balancer ça à tout le monde. On l'a mal nommé. Si on pensait à eux autrement qu'en élite, qui nous infériorise, mais on pensait à eux en tant que parasites, ce qui est déjà beaucoup plus près de la réalité, on ne ressent plus du tout la même chose et on est plus combatif. Donc, je me dis que si, finalement, déjà nous qui partageons déjà un certain nombre d'opinions, on nommait pas mal mieux les choses, et ça, à l'échelle nationale, ça pourrait peut-être faire un égrégore ou quelque chose du genre. Et ce que je me demandais, c'est pour justement travailler absolument tous ensemble, est-ce que vous ne penseriez pas possible et souhaitable même, vous, de mettre en commun un lexique et vous en faire les porte-voix et que nous, après, on puisse se l'approprier et le répéter à nouveau. Voilà.
C'est une contre-propagande. C'est une très bonne idée. Est-ce que, cher à mon cœur, me permet de donner la parole à un psychosociologue qui est ici présent dans la salle et qui a quelque chose à vous dire sur la fin de régime que nous sommes en train de vivre? Il voudrait prendre 5 minutes. Est-ce que l'association me le permet? Christian Cotten. Bon, j'ai pas eu de... Merci Stéphanie. Bonsoir, merci à vous d'être qui vous êtes et merci d'être là. Je m'appelle Christian Cotten, psychosociologue infréquentable, psychothérapeute fou et complotiste diplômé de l'Université de Sirius depuis 1994. Cela fait une petite trentaine d'années que je me suis spécialisé dans ce que j'ai appelé le recadrage pédagogique du personnel de direction des institutions de la République. Et je dois dire que je m'amuse bien avec ce travail-là. Au mois de décembre dernier, certains d'entre vous le savent, merci Mike, merci Stéphanie tout particulièrement, le mois de décembre dernier, sous la pression de quelques amis, Cotten, s'il te plaît, tu sais faire, fais-nous une plainte contre Brichel. Ce que j'ai fait au mois de décembre l'année dernière, le 13 décembre très exactement, cette plainte, je la résume très très rapidement, vous la trouverez sur Internet, usurpation d'identité, faux et usage de faux, détournement de mineurs, tout à la fin, un professeur, c'est-à-dire une personne qui a autorité, qui s'embarque à coucher avec un enfant de 14 ans, dans le droit pénal, ça s'appelle un viol. Hein, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais au point où on en est, pourquoi pas. Mariage illégal, à l'époque, le mariage pour tous n'existait pas en 92. Derrière, on arrive bien entendu à ce qui s'appelle une usurpation de fonction. Et puis, une escroquerie au jugement, ça c'est l'affaire Natacha Ray, Amandine Roy, où on a une accumulation d'escroqueries au jugement. Et puis enfin, atteinte à la sûreté de l'État et aux intérêts fondamentaux de la nation, relativement en particulier au fait que, par exemple, en Israël, on trouve au bord des routes ou des autoroutes de grandes affiches. Que diriez-vous, Monsieur Gutiérrez, si votre femme était otage du Hamas? Et puis la 4e affiche de la série, c'est que diriez-vous, Monsieur Emmanuel Macron, si Jean-Michel était otage du Hamas? Ce qui veut dire quoi? C'est que les Israéliens ont le sens de l'humour et qu'ils ont aussi un moyen de pression, comme d'autres pays d'ailleurs, qui ne manquent pas de s'en servir, contre le gouvernement français. L'institution judiciaire, ça je l'ai compris il y a déjà longtemps, est complètement corrompue, complètement pourrie, entre guillemets, sous contrôle du pouvoir exécutif. Ce qui fait d'ailleurs que nous avons tout à fait le droit de dire très tranquillement que l'État français, au sens de la culture démocratique, que l'État français n'a pas de constitution, n'en a plus depuis longtemps déjà. Tout simplement parce que le pouvoir judiciaire, contrairement à la théorie de qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement démocratique, le pouvoir judiciaire en France n'existe pas, ce n'est qu'une autorité judiciaire qui est placée sous l'autorité du ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est lui-même placé sous l'autorité du président de la République. Donc comment voulez-vous que je m'en sorte en allant porter plainte auprès de gens dont je sais qu'ils sont sous contrôle de celui contre qui je porte plainte? Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que lorsque j'ai déposé cette plainte au mois de décembre, il y a un magistrat qui m'a accordé l'aide juridictionnelle. Je ne m'y attendais pas vraiment. Et puis j'en ai d'autres qui ont enregistré la plainte 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec des numéros de doyen, des numéros de parquet. Et puis au mois de juin, j'ai un petit juge, un gamin immature qui a oublié ses cours de droit, qui décide que ma plainte n'est pas recevable au motif que, peu importe le détail technique, alors que un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 1906 dit une chose très très simple: à partir du moment où un juge d'instruction est nommé, il a l'obligation d'instruire.
ce que le petit jeune là a refusé de faire. Alors je lui ai écrit, vous trouverez ça aussi sur Internet, j'ai fait du claquage de gueule comme je sais le faire, en me marrant un peu, parce que c'est drôle de faire du recadrage pédagogique du personnel de direction de la République. Ce sont des petits cons qui sortent de l'ENA ou d'une école de magistrature, qui, comme le disait Nicolas tout à l'heure, le niveau intellectuel, waouh, on est à bac-15 aujourd'hui au niveau des élites politiques. Bac-15, c'est dramatique. Et donc, leur mettre une fessée pédagogique, c'est assez drôle. La réponse que j'ai faite aussi à ce petit juge et à la procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris, eh bien, madame, monsieur, voici 22 plaintes complémentaires au motif d'atteinte à la dignité des femmes et des hommes. Et on a commencé par les femmes. Dans les 22 plaintes, il y avait 20 femmes, 2 hommes. Et puis, il y a 15 jours, on en a rajouté 33. Et puis sur mon ordinateur, j'en ai encore 40 à préparer. Donc nous dépassons la centaine aujourd'hui et je ne vais pas m'arrêter là. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Il y a des gens qui me disent qu'est-ce qu'on a à faire de la bite à Brigitte? J'en ai rien à faire. Je n'en ai strictement rien à faire. Je n'ai rien à faire non plus des mœurs sexuelles d'un président de la République. Là n'est pas la question. La question, c'est que depuis 30 ans, je me bataille avec l'État sur des dossiers poubelles. Si vous cherchez dans mon historique sur Internet, vous trouverez des histoires comme celle de l'Ordre du Temple solaire ou de l'affaire Schuller en 2001, 2002 plutôt. Peu importe. J'ai mis mon nez aussi dans des dossiers de pédocriminalité avec Martine Bouillon, une procureure en retraite aujourd'hui très active sur ce sujet-là. J'ai mis mon nez dans des dossiers de placement abusif. Et puis je suis arrivé à une conclusion. Je suis impuissant face à ce système. Alors, puisque je suis impuissant face à ce système judiciaire qui place des enfants qui vont être violés derrière dans les institutions de l'aide sociale à l'enfance, alors je vais monter tout en haut de la pyramide. Et là, eh bien, je vais faire appel, c'est Nicolas qui le citait tout à l'heure, à l'archange Saint-Michel, et puis je vais sortir l'épée. C'est mon métier de faire ce genre de choses, c'est de sortir l'épée et puis de trancher les corps calleux. Vous savez, le corps calleux, c'est les fibres nerveuses qui réunissent l'hémisphère droit avec l'hémisphère gauche. Trancher les corps calleux des magistrats, quand je les ai devant moi, c'est assez facile, je les engueule, et puis je leur rappelle qu'ils font partie de la fonction sacerdotale. Les premiers magistrats, c'était les prêtres égyptiens. Ce sont les hommes en robe. La fonction sacerdotale, c'est Panoramix dans la bande dessinée Astérix. Ça va du magistrat au psychanalyste, au pharmacien, au médecin, c'est-à-dire tous les hommes en robe. Alors, en tant que magistrats, ils ont une fonction d'éducation et de pédagogie spirituelle. Aujourd'hui, je mène le travail que je mène avec un certain nombre d'amis, 3 avocats au total pour le moment. Je le mène dans un objectif, obliger le couple de psychopathes, j'assume ces termes-là, ça a été dit bien avant moi par un psychiatre italien, Adriano Segatori, il y a déjà depuis 2017. Mon objectif est d'obliger ces gens-là à s'enfuir. Comment se passe un changement de régime dans l'histoire? 58, De Gaulle, changement de régime soft, par accord de l'ensemble de la classe politique, avec un petit peu de pression de l'armée, mais pas beaucoup, pas plus que cela. 45, c'était déjà beaucoup plus chaud, c'était la fin de la guerre. 40, là aussi c'était beaucoup plus chaud, c'était le début de la guerre. On remonte un petit peu dans le temps, on arrive à 1870, changement de régime à l'occasion d'une guerre extérieure. Alors j'espère que les militaires les plus lucides sauront freiner les velléités guerrières du type qui se croit président de la République et nous évitera d'avoir un changement de régime politique à l'occasion de la fin d'une guerre où nous serions légèrement fessés par nos amis russes.
Comment peut se faire un changement de régime? 3 forces. Les magistrats, les forces de l'ordre et la rue. J'espère que nous ne serons pas obligés d'aller dans la rue pour arriver au changement de régime. Mais nous n'arriverons pas au changement de régime avec simplement des discours et de l'information. Nous arriverons au changement de régime si les 2 forces judiciaires et militaires assument leurs responsabilités. Et c'est ce à quoi je m'emploie depuis déjà plusieurs années, c'est à rappeler aux forces de l'ordre public, c'est-à-dire les douaniers, les policiers, les gendarmes et les militaires, leur responsabilité de protection de la population. Nous sommes face à des élites politiques qui sont totalement impuissantes. On le voit bien à l'Assemblée nationale, c'est devenu un gag. Nous sommes face à des élites politiques totalement impuissantes qui sont incapables de gérer un changement de régime. Il va donc falloir que nous le fassions. Et il va falloir que les magistrats et les militaires assument leurs responsabilités. Et c'est ce pourquoi je travaille comme je le fais depuis plusieurs mois maintenant, voire même plusieurs années, pardon, excuse-moi, pour obliger ces gens-là à véritablement assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, j'en suis à 100%, à 100 partie civile, pardon. J'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à le faire. Ça ne coûte pas grand-chose, ça demande de remplir un bout de papier et cela crée une pression psychologique sur la magistrature qui, à un moment ou un autre, va être obligée d'instruire. Instruire dans le dossier, ça veut dire convoquer Jean-Michel, parce que Brigitte, oubliez, s'il vous plaît, soyons très très clairs, le dossier est extrêmement solide, voir Xavier Poussard, voir Natacha Ray, voir le site Précibus d'Alain Béran, d'Alain de Précibus. Tout cela est extrêmement clair. La semaine dernière, oui, pardon, je suis bavard. Ok, je vais m'arrêter là. S'il vous plaît. Je voulais juste passer un message. Nous sommes dans un changement de régime politique et c'est vous, c'est nous qui allons mener ce changement de régime politique par la pression sur les magistrats et la pression sur les forces de l'ordre et en particulier les militaires. Merci. Merci. Non, non, mais... Tu laisses conclure tous. Ouais, mais là... Il y a quoi, encore une ou 2 questions? Dernière madame. Allez. Alors, bonsoir à tous. Alors, j'ai pas une question, mais juste une observation et un vrai message d'espoir. Parce que quand j'entends ce monsieur qui met des actions de manière extrêmement courageuse, avec un âge avancé, bravo monsieur. Vous donnez un exemple. Bravo monsieur. Et désolé, mais je vous trouve vraiment tellement courageux et ça a le mérite d'être dit. Au-delà de ça, tous ces médias, vous tous présents, qui représentez ce nouveau monde auquel on aspire et avec toute la bonne volonté qui est la vôtre, vous y mettez votre cœur. Notre responsabilité, alors j'ai la double casquette, tant avec mon petit média à moi, voilà, où j'insiste sur le cœur et sur la fraternité qui fait que le langage peut être entendu et qu'on peut justement changer ce monde de manière très concrète à un autre niveau, arriver à croiser les informations du haut et du bas et on rejoint le côté spirituel. Donc les actions concrètes qui permettent de changer ce monde de manière vraie et qui donnent de l'espoir. Parce que à regarder les médias et tout ce qui ne va pas, beaucoup de gens finissent par baisser les bras et trouvent la tâche titanesque. Et je pense qu'il faut rappeler qu'il nous appartient à chacun d'entre nous, à la base, de reprendre notre souveraineté, tu le disais Mike, notre famille, nos proches, changer, ne pas chercher forcément à convaincre parce que une personne qui ne veut pas entendre n'entendra pas, mais vous la rejoindrez dans sa souffrance
parce que si elle a été blessée à un moment donné, justement par la vie, par cette société, elle pourra entendre ce langage et elle pourra entendre les alternatives. Voilà. Je vais vous laisser conclure cette journée. Donc, Mike. Bah déjà, félicitons nos amis de l'association Cher à tout cœur, déjà quand même, pour cette organisation. Bravo à vous. Je sais que vous avez travaillé dur pour cette journée qui est un vrai succès pour le coup. Voilà, les salles remplies. Il y a plus de monde ici présent que pour un grand meeting de Valérie Pécresse. C'est quand même pas rien. Ou d'un député, peut-être du député de Vierzon. Hein. Je pense que le député de Vierzon, il devrait regarder comment vous travaillez, peut-être pour voir s'il arriverait à remplir cette salle. Donc déjà, félicitations. Soutenez l'association Cher à tout cœur. Adhérez à l'association. S'il y a des gens du coin, travaillez avec eux. Voilà. Le monde associatif, quand même, de vachement sympa, où on y retrouve souvent même une famille. C'est souvent comme une seconde famille, le monde associatif. Je vous remercie aussi à vous tous d'avoir été présents parce que pour le coup, on est le monde complotiste, mais on est aussi. Parfois, on a perdu sa propre famille, mais on en a gagné une autre, et c'est quand même pareil. Je salue mes collègues aussi ici présents, qui ont tous énormément de courage dans leurs médias respectifs et dans leurs lignes éditoriales respectives. D'ailleurs, je pense que chacun doit garder sa particularité, sa ligne éditoriale. Chacun doit avoir son propre moyen d'expression. Vous savez, les mainstream, ils ont 500, 200, 1000 chaînes, que ce soit sur la TNT, sur le satellite, je sais pas moi, dans la musique, dans le cinéma, dans ce que vous voulez, sur YouTube. Moi, je pense qu'on n'est pas de trop, mine de rien. C'est aussi le nombre qui fait force. Donc, je les salue. Je les aime vraiment aussi tous, dans leur particularité. Et c'est aussi une famille. Et c'est ça qui est beau, c'est que malgré qu'on a voulu tout nous enlever, en réalité, on est là, on discute entre nous, on se touche, voilà, on s'embrasse même parfois, et on vit une belle vie en réalité. Moi, je veux dire, je suis pas jaloux de Bernard Arnault, de l'hôte de l'Élysée, de tous ces gens, tous ces mondialistes qui vivent peut-être avec beaucoup d'argent, mais qui dans le fond n'ont pas peut-être le bonheur. Ils ne vivent pas le bonheur et sont souvent plus malheureux qu'on ne le pense. Et puis, félicitez-vous parce que voilà, vous êtes là, ici présent, et que vous nous donnez chaque jour beaucoup de courage. Merci à vous. Voilà, donc pour clôturer cette conférence, moi d'abord je tiens à remercier Cher à tout cœur pour leur organisation, tous les bénévoles qui ont participé à ça, la régie qui a fait un très beau boulot. Je voulais vous remercier vous aussi d'être là parce que c'est grâce à vous que ça a pu se faire. Je suis un peu déçu parce que j'attendais aussi les gendarmes. Et j'avais moi préparé une recette du risotto aux asperges pour noyer le poisson pendant qu'ils entraient dans la salle, pour bien leur montrer à quel point leur intervention serait grotesque. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais j'espère une prochaine fois. Voilà. Et j'aimerais demander aux gens qui habitent dans la région. Donc encore une fois, Thibault L'Honneur a voulu empêcher cette conférence. Allez à ses prochains meetings politiques parce que je crois qu'il ambitionne d'être le maire de Vierzon et prenez en photo son audience. Je pense que vous êtes plus nombreux. Merci à tous. Au revoir.
Bonsoir à tous. Je vais être extrêmement brève. Merci, cher à tout cœur. Voilà, c'est une affaire de cœur toujours. Ça finit en affaire de cœur et c'est bien mieux. Je vais terminer en disant réinformons et agissons. Voilà, c'était pas incompatible. Au contraire, informer permet d'agir. Voilà, ça rentre dans la cervelle et ça ressort dans le corps. Et je vous embrasse. Je vous remercie. Merci à tous d'avoir été présents. Ça a été un immense plaisir de vous rencontrer en vrai. Ça change des stats et des algorithmes sur Internet. Merci pour vos sourires, parce que c'est ça aussi qui donne de l'espoir. Ce sont des sourires, des visages heureux. On a été heureux de se voir aujourd'hui, envers et contre tout. Et ça, c'est déjà porteur d'espoir. J'aimerais remercier bien sûr l'association Chair à tout cœur, les féliciter aussi pour leur travail d'urgence qu'ils ont fait ces derniers jours. Donc, comme quoi on peut faire des miracles sans aller à Lourdes. On peut faire des miracles sur place et créer 2 fois plus de succès que ce qui était prévu peut-être au départ. Merci à tous ceux qui ont porté des messages de soutien, d'encouragement, de remerciement. Et puis, j'ai envie de penser à quelques confrères aussi que je connais sur Internet, que ce soit Rémi de Juste Milieu, qui fait aussi du très bon travail, Charb, Actu, Babel TV, entre autres, des médias comme ça qui se constituent au fur et à mesure. Et puis, merci à mes confrères aussi d'avoir été là tous ensemble, en fraternité. Et puis en bienveillance, avec des débats, des échanges, toujours avec respect et courtoisie. Donc, ça nous a permis d'avancer ensemble. Et j'espère que cette réunion aujourd'hui va porter sur d'autres choses bien plus efficaces encore à l'avenir. Merci à tous. Alors moi aussi, bien sûr, je félicite l'association Chair à tout cœur. Bravo pour l'organisation. Ça a été une journée formidable. Merci de nous avoir réunis tous ensemble. Merci à vous tous d'avoir fait le déplacement et d'avoir été aussi nombreux. Merci pour tous vos sourires. Merci à ceux qui ont acheté mon livre, qui sont venus partager quelques mots avec moi, qui m'ont demandé une dédicace. Merci infiniment du plus profond de mon cœur. Voilà. Il y a quelqu'un, et je le citerai pas, qui m'a dit, tu verras, parce que moi je suis cachée derrière un logo. Et aujourd'hui, je me montre un peu, hein, et il m'a dit, tu verras, le jour où tu vas rencontrer le public, ça va te faire un bien fou, parce que c'est vrai qu'on est trop souvent isolé, ça, il faut le dire. Juste, Vincent, tu sais que les gendarmes sont venus, je tiens à te le dire. Moi, je les ai vus, ils sont venus en voiture, ils sont allés jusqu'au bout du parking, et puis ils sont repartis. Voilà. Donc, ils étaient là. Et puis, pour terminer, juste un mot. Je vous l'ai dit dans ma présentation en 2018, j'ai complètement mis de côté cette profession que j'avais plus envie d'exercer et qui correspondait plus à mes valeurs. Et j'ai replongé dedans en 2020 avec l'appel, ce fameux appel de Marcel D. Et je n'avais aucun objectif, il faut le savoir. Pour moi, c'était une grosse blague. Je savais même pas où ça allait nous mener. Comme aujourd'hui, je songeais même pas à créer mon propre média. Vous voyez? Et je pense que cette pluralité dont parlait Mike, là, des médias, on en a véritablement besoin. Alors peut-être que pour vous, ça fait beaucoup trop de sources d'informations, de plateformes de diffusion, et que c'est difficile. Mais je pense que pour le moment, on a vraiment besoin de garder notre singularité, notre identité et surtout, et plus que tout, notre indépendance. Et puis après, on verra où ça nous mènera. Mais déjà, le fait d'être là ensemble, vous voyez, on s'entend tous bien et on ne triche pas avec vous. C'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment authentique. Et quand Nicolas parle de fraternité, il y a réellement cette fraternité entre nous. Et je suis certaine qu'il y a des collaborations, il y a des choses qui vont se former, qui vont avoir lieu. Et je pense qu'on n'imagine même pas ce que ça va donner. Parce qu'aujourd'hui, cette journée, pour moi, c'est un véritable succès. Et c'est le point de départ vers quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Et ça, ne l'oubliez pas. Je ne sais pas si ce que je vous dis est vrai et réel, mais je le ressens ainsi. Et juste pour terminer, on a parlé de toutes les émissions et tout qu'on fait.
Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le pan spirituel, très bien, mais en tant que journaliste, moi, j'ai besoin aussi d'animer des débats de fond. Et tout ce qui est géopolitique, histoire et tout, c'est très important. Et ça, je ne lâcherai jamais, vraiment, parce que ces sujets, quand on parle de la guerre en Ukraine, quand on parle de ce qui se passe à Gaza ou quand on parle aujourd'hui de ce qui se passe au Soudan, nous aussi, on a le droit d'aborder ces sujets et on a le droit d'inviter les spécialistes et pas les spécialistes de plateau, de réinformer également sur des sujets de fond. Et ça, c'est quelque chose que je ferai. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. J'aime bien cette phrase, ces mots-là. Merci à tous. Si on estime combien nous sommes, même si nous avons des divergences de vues, mais qui savons qu'il y a des choses qui vont, mais alors vraiment, mais vraiment pas mal dans le monde, notamment l'omniprésence du mensonge, sur base, par exemple, des manifestations contre le pass sanitaire ou ce qu'on voit, on peut dire qu'on doit être à peu près, disons en France, autour de 2 millions de personnes plus ou moins conscientes. On a dit, en posant des questions, en parlant, si chacune de ces 2 millions de personnes, c'est-à-dire chacun de nous tous ici, arrive avec patience à faire, se poser des questions, puis peut-être plus, de donner envie d'agir à une personne, ça fait 4 millions. Et si ces 4 millions le font, le coup d'après, c'est 8 millions. Passer de l'information à l'action, ça peut aller très très vite. Le mensonge prend l'ascenseur. Eh bien, donnons une fusée à la vérité. C'est expéditif. Oui, une chose, BAM est un collectif. Donc, je m'appelle Michel, mais rapidement, les noms de mes camarades qui étaient là avec moi. Il y en avait déjà 2 qui ont passé leur journée en régie pour voir s'il y avait, j'espère que tout va bien, les gars. Marc-Henri et Vinciane, je vous embrasse. Pierre, Chocho, Caroline qui est en ce moment, on pense à elle, je ne vais pas dire pourquoi, elle a un petit souci, un gros souci de son... Bon, Caroline, on pense très fort à toi. Oh putain, j'ai oublié quelqu'un. Manu, le fondateur, Manu Pout, avec Réginald, Yvan, Nicolas, puis quelques-uns qui sont autour de nous, Valérie, Colin, qui ont été, j'espère que je n'ai oublié personne parce que je tremble nous sommes un groupe, donc je voulais absolument dire leur nom puisque nous sommes un groupe uni, amis, village gaulois, comme j'ai dit. Bravo Michel. C'était la conférence la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie. C'était passionnant. Après, sur un autre terme, j'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu plus des médias. On a parlé beaucoup de politique et je pense qu'il y a énormément à dire sur le métier qu'on fait, qui est quand même une expérience assez incroyable et qui ne va pas s'arrêter, qui va continuer. Mais tiens, en parlant de rendez-vous, et justement, il y a quelqu'un qui a dit de faire des choses ensemble entre les différents médias. Tu as parlé tout à l'heure, Nicolas, du World Economic Forum. En ce moment, il y a les accréditations qui sont ouvertes pour aller au World Economic Forum. Alors, si vous voulez, on envoie tous des accrèdes et on essaie de se retrouver à Davos en janvier 2025, histoire d'aller voir. On sait jamais. On sait jamais s'il peut sortir. J'aimerais bien au moins que... Ils vont pas leur envoyer les gendarmes, je pense, au bon tweet, mais on va leur envoyer au bon tweet, c'est encore plus efficace. Et pour finir là-dessus, en tout cas, on a prouvé encore aujourd'hui, comme on l'a dit en début tout à l'heure, on est comme de l'eau, c'est-à-dire ils peuvent essayer de faire barrage où ils veulent, mais on arrivera à s'infiltrer et c'est génial de voir autant de personnes ici dans une ville comme, je sais pas si on a le droit de dire la ville, mais on est près de Vierzon dans un tout petit patelin et c'est génial de voir qu'on peut arriver à se rassembler, à échanger en dehors. Quand on avait fait des entractes, j'ai eu des discussions incroyables avec tout type de personnes. Il y a des gens qui font, rapprochez-vous des collectifs et souvenez-vous, vous savez très bien, mais c'est quand on nous envoie de la malveillance, le cerveau humain réagit directement à se dire, il nous a fait ça, il m'a fait ça, j'ai le droit de le faire. Et ben nous, on doit arriver justement, on ne doit pas non plus, mais il serait bon qu'on arrive à montrer l'exemple. Si eux n'arrivent pas à montrer l'exemple, nous montrerons l'exemple et on arrivera là où ils n'arrivent pas, ils refusent le débat, nous on arrivera à créer du débat avec tout type de personnes. Et ça, c'est le monde de demain. Et là-dessus, merci. Et je peux conclure le colloque avec la phrase de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui disait « Nul ne peut arrêter une idée dont le temps est venu ».
Alors là, je me mets debout parce que pour le coup, donc on a pas mal parlé aujourd'hui. Je voudrais vous mettre, vous, à contribution. Donc, je vais vous demander un truc un peu compliqué à faire. Voilà. Donc, je vais vous dire un truc, il va falloir me répondre. Donc, qu'ils aillent tous se faire. Ça fait du bien, hein? Et encore des derniers applaudissements pour faire à tout cœur. Et après, on va avec les bénévoles.